Aujourd'hui, on va revenir au classique. Tranquillement. Petite lecture, petite explication. Flaubert, Bouvard et Pécuchet. Le début. Vu que je vais vous parler du début, je sais même pas s'il y a besoin de faire un topo sur Bouvard et Pécuchet. Je vous prends l'édition que j'ai eue à l'agrégation, c'est-à-dire celle de Folio Classique, par Claudine Gautomerche. C'est en attendant le Pléiade, il arrive bientôt. Le boulot, il se fait, je le sais de source sûre. De l'éditrice. Bouvard et Pécuchet, c'est le dernier roman de Flaubert. C'est son roman qui n'a été publié qu'à titre posthume, qui est resté inachevé. Mais c'est aussi le roman de l'immense maturité littéraire. Mais je sais pas s'il y a besoin de prouver que c'est un bon roman. C'est un roman mythique, c'est le roman des savoirs. Donc pour moi, ce qui est ma spécialité, c'est-à-dire l'épistémocritique, et peut-être que ça, j'en parlerai vraiment dans une vidéo. C'est un roman qui est vraiment important et qui est beaucoup étudié. Et d'ailleurs, quand je l'avais vu à l'agrégation, ce n'était pas un programme de littérature française, mais de littérature comparée, dans un programme sur les savoirs dont j'ai oublié complètement le nom du programme. Ça allait avec les affinités lectives de Goethe et Mardi de Melville. C'était un très beau programme, très difficile, que j'ai eu avec une très bonne enseignante à Bordeaux, Fabienne Rière-Diamant, et c'était très 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 chouette. Mais j'ai pas tellement envie d'en parler. Bon, il y a une préface de Queneau qui est assez célèbre, où il parle d'une odyssée des savoirs. Au début, on ne le sait pas encore, tout ça. Ça met du temps à venir, et c'est autre chose qui se passe. Et j'ai juste envie de le lire avec vous. Alors, bon, là, on n'est pas comme dans Stendhal, hein, ça commence par Bouvard et Pécuchet, pas de sous-titres. Qui est Bouvard, qui est Pécuchet? On comprend que ce sont des noms communs, des noms propres, puisque ce ne sont pas des noms communs. Mais en même temps, ils ont quelque chose d'un peu commun. Bouvard et Pécuchet, ils sont deux. Ce sont des patronymes et c'est tout ce qu'on sait. Et là, on arrive à 1. Et je vais le lire. Et on n'a rien, on n'a pas de titre. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Plus bas, le canal Saint-Martin, fermé par les deux écluses, étalait en ligne droite son eau couleur d'encre. Il y avait au milieu un bateau plein de bois, et sur la berge, 2 rangs de barriques. Au-delà du canal, entre les maisons que séparent des chantiers, le grand ciel pur se découpait en plaques d'outre-mer, et sous la réverbération du soleil, les façades blanches, les toits d'ardoise, les quais de granit éblouissaient. Une rumeur confuse montait du loin dans l'atmosphère tiède, et tout semblait engourdi par le désœuvrement du dimanche et la tristesse des jours d'été. 2 hommes parurent. L'un venait de la Bastille, l'autre du Jardin des Plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute sur le même banc. Pour s'essuyer le front, ils retirèrent leur coiffure que chacun posa près de soi, et le petit homme aperçut, écrit dans le chapeau de son voisin, Bouvard, pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot Pécuchet. Tiens, dit-il, nous avons eu la même idée, celle d'inscrire notre nom dans nos couvre-chefs. Mon Dieu, oui, on pourrait prendre le mien à mon bureau. C'est comme moi, je suis employé. Alors ils se considérèrent. L'aspect aimable de Bouvard charma de suite Pécuchet. Ses yeux bleuâtres, toujours entreclos, souriaient dans son visage coloré. Un pantalon à grands ponts, qui godait par le bas sur des souliers de castor, moulait son ventre, faisait bouffer sa chemise à la ceinture, et ses cheveux blonds, frisés d'eux-mêmes en boucles légères, lui donnaient quelque chose d'enfantin. Il poussait du bout des lèvres une espèce de sifflement continu. L'air sérieux de Pécuchet frappa Bouvard.
On aurait dit qu'il portait une perruque, tant les mèches garnissant son crâne élevé étaient plates et noires. Sa figure semblait tout en profil, à cause du nez qui descendait très bas. Ses jambes, prises dans des tuyaux de lasting ou de lastinge, manquaient de proportion avec la longueur du buste. Et il avait une voix forte, caverneuse. Cette exclamation lui échappa. Comme on serait bien à la campagne. Mais la banlieue, selon Bouvard, était assommante par le tapage des guinguettes. Pécuchet pensait de même. Il commençait néanmoins à se sentir fatigué de la capitale. Bouvard aussi. Et leurs yeux erraient sur des tas de pierres à bâtir, sur l'eau hideuse où une botte de paille flottait, sur la cheminée d'une usine se dressant à l'horizon. Des miasmes d'égout s'exhalaient. Ils se tournèrent de l'autre côté. Alors ils eurent devant eux les murs du grenier d'abondance. Et puis après ça continue. Ce sont les pages 51-53 donc de cette édition. On y va? Ça va nous rappeler les habitudes. Qu'est-ce qui se passe? C'est une scène de ce qu'on appelle un incipit, ou si on prononce à la française un incipit. C'est-à-dire c'est un début, ça commence in medias res, c'est-à-dire que ça commence dans l'action. Comment ça va être donné ça? Et sinon, l'inverse, c'est ab ovo, depuis l'œuf, on aurait la naissance de Bouvard, etc. Comment ça va commencer là? Ça va commencer tout simplement par le décor. Le boulevard Bourdon. Intéressant, ça rappelle Bouvard, et puis Bourdon, ça donne le Bourdon, ça va donner quelque chose au niveau de l'onomastique, donc de la science des noms, des connotations des noms. Mais surtout, ça commence par comme. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés. Qu'est-ce que ça a d'intéressant comme ce type de proposition? C'est qu'on va être dans quelque chose qui est à la fois temporel, au moment où, et causal. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Il faisait une chaleur de 33 degrés. C'est intéressant parce que il, c'est impersonnel. Il fait beau, il fait chaud. En même temps, il, par l'ambiguïté qu'on a, ça peut être un peu l'auteur comme Dieu dans son livre, mais ça, c'est vraiment pour mettre du méta un peu partout. Il faisait une chaleur de 33 degrés. Bon, évidemment, il fait chaud. Ce qui est intéressant, c'est la précision. 33 en chiffres. Le chiffre étant écrit ici en toutes lettres. Parce que ça va scientifiser le propos et ça va aller du côté d'une expression, d'une impression de causalité et ça va donner quand même quelque chose d'à la fois scientifique et comique. Dès l'incipit. Et donc cette chaleur explique la désertification du boulevard Bourdon, donc plutôt de manière causale quand même. Le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert, mais c'est le boulevard Bourdon qui va finalement être le premier personnage, en étant ce premier décor qui sera immédiatement élargi, abandonné pour laisser place au personnage. Donc hop, second paragraphe, après cette première phrase, second paragraphe de 2 phrases, lui, qu'est-ce que l'on a? Ça va être une description en fait de ce décor. Plus bas le canal Saint-Martin, et les 2 écluses, un bateau et ensuite la berge. Donc hop, on va aller plus bas, avoir comme ça des touches de décor. Je ne vais pas dire que c'est comme de l'impressionnisme, parce que l'impressionnisme, ça peut être une touche de décor, mais en fait, c'est directement rendre l'impression de la lumière et de la couleur. Donc on n'est pas en impressionnisme, on a quelque chose comme ça qui fonctionne vraiment par ce jeu de touches, et de touches en fait en même temps très référentielles. Boulevard Bourdon, canal Saint-Martin, on sait qu'on est à Paris. En tout cas, Flaubert s'adresse à des gens qui savent qu'on est à Paris. Et où on est à Paris? Donc on a le canal, et ça on le voit comment on a cette adresse à des gens qui savent qu'on est à Paris, c'est parce qu'on appelle, c'est pas exactement ici l'exophore de connotation mémorielle, c'est très chic pour les soirées mondaines, mais on va avoir en tout cas un article défini, les 2 écluses, qui sont donc connues, ou en tout cas présentées comme connues. Quand on connaît le canal Saint-Martin, on connaît les 2 écluses. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le canal Saint-Martin, étalé en ligne droite, complètement artificiel, son eau couleur d'encre.
c'est lourd. Le climat est caniculaire, il fait chaud. C'est du Paris goudronné avant le goudron, ça. Et l'eau elle-même ne permet pas d'avoir un rafraîchissement. Notamment parce que c'est une eau, non pas artificielle, elle n'a pas été fabriquée, mais dans un canal qui, lui, est artificiel. Couleur d'encre, intéressant pour 2 employés de bureau qui sont en fait des copistes. Il y avait au milieu un bateau plein de bois et sur la berge 2 rangs de barriques. Boum, comme ça on a vraiment tac tac. Des éléments de décor extrêmement triviaux. Un bateau plein de bois. Du bois pourquoi? Du bois de chauffage a priori. Mais on n'en sait rien. C'est pas intéressant. Ça n'a aucune sorte de noblesse. Et qu'est-ce qu'on a en plus? Des rangs de barriques. Ce sont des tonneaux les barriques. Mais quand on va dire des barriques, et qu'est-ce qu'on a? 2 rangs de barriques et vont arriver Bouvard et Pécuchet. Donc quelque chose se prépare. Mais on voit bien que ça se prépare sans aucune noblesse et tout en trivialité. Et c'est intéressant, parce qu'en fait, la scène qui va être décrite, c'est une scène d'inamoramento. On y vient. 3e paragraphe. Au-delà du canal, entre les maisons que séparent des chantiers, le grand ciel pur se découpait en plaques d'outre-mer. Ça, c'est splendide. Et ça, c'est vraiment du Flaubert. Qu'est-ce qui se passe? Hop, le décor va continuer et on va vers un au-delà. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Dans les Flaubert, on va dire réalistes, mais je déteste ce terme, mes étudiants et mes étudiantes le savent bien, c'est-à-dire qu'on va avoir donc tous ces éléments de réalité, ce qu'on appelle donc des réalia, et même de trivialité dans ce cas-là, eh ben on va avoir la possibilité d'une poésie qui en même temps va être immédiatement... Ah, je cherche mon mot. Pas anesthésiée, mais neutralisée. Au-delà du canal, paf, le regard y monte. Entre les maisons que séparent des chantiers, on est proche du terrain vague, c'est quand même du vieux Paris ça. Le grand ciel pur, et là, boum, c'est l'élan, se découpait en plaques d'outre-mer. Et là, boum, ça retombe. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Outre-mer, c'est une couleur. Et c'est une couleur lointaine, exotique, qui va aller avec l'au-delà, qui va aller vers quelque chose d'ascendant, qui va donner cette... Je ne vais pas aller jusqu'à la transcendance par l'outre-mer, mais en tout cas qui ouvre un horizon, et en même temps le ciel ne se découpe jamais qu'en plaques de chantier. Donc hop, et on n'arrive pas à avoir une vision artiste réellement, c'est du contreplaqué, c'est du toc, et en même temps donc cette possibilité d'exotisme et d'évasion est immédiatement anéantie, fermée, et ça on le voit même au niveau de l'alliage lexical, de l'alliage des mots. Et sous la réverbération du soleil, hop, la réverbération du soleil c'est vite fait scientifique, donc il se reflète, les façades blanches, les toits d'ardoise, les quais de granit, boum, rythme ternaire, éblouissé, et ça éblouit tout le monde et personne puisque le boulevard est désert. Donc on ne sait pas qui est ce regard qui voit, mais qui va pouvoir narrer la scène. Une rumeur confuse, boum, on ne sait toujours pas, et en plus c'est lointain. Monter du loin dans l'atmosphère tiède, donc ce qui aurait pu être de l'ordre d'une transcendance, n'est jamais qu'une rumeur, un bruit. Parce que là, on vit dans un monde sans Dieu, où parfois, on peut avoir quelque chose comme l'espoir d'une transcendance, d'une beauté, parce que cette transcendance, elle n'est pas forcément divine, elle est souvent esthétique, et en même temps, ici, elle ne peut pas advenir. Elle adviendra à plusieurs moments dans Bouvard. Cauchy-Bouvard, c'est pour le roman Bouvard et Pécuchet, par raccourci, hein, comme beaucoup de gens le font. Mais ici, là, ce qui va monter du loin reste dans l'atmosphère tiède, dans la rumeur confuse, dans cette trivialité avec des termes, soit un peu techniques, un peu scientifiques, très Troisième République, soit les plus quotidiens possibles. Et, alors, point virgule, et tout semble être engourdi. Et ça, c'est intéressant parce que ce « et », c'est pas le « et » qu'on va trouver en première position qui aura une connotation vétérotestamentaire. Et le Seigneur a dit. Voilà, ça fait vraiment très Bible. Donc, vétéro, Ancien Testament. Ici, ça donne l'impression d'une conséquence, alors que ça en est en fait que causal. Mais Flaubert, il sait faire ça, faire se tenir les phrases entre elles pour donner l'impression de quelque chose qui va être tragique et qui en même temps est absolument quotidien. Et c'est ça qui va donner assez souvent une forme de sentiment d'absurde qui dans Bouvard est à la fois comique, c'est quand même un roman très comique, comme genre et comme registre,
Mais c'est aussi un roman qui interroge quoi, cette transcendance. Euh, et tout semblait engourdi par le désœuvrement du dimanche et la tristesse des jours. La tristesse des jours d'été, c'est rare. Hein. Alors là, c'est le Paris désert. Parce que les gens sont partis à la campagne, ceux qui ont les bourgeois, qui ont des villégiatures, etc. Ils sont partis, ou ils ont loué, pour ceux qui n'en possèdent pas. C'est très courant. Enfin, on ne passe pas l'été à Paris quand on a l'argent pour partir. Donc tout semblait engourdi, c'est-à-dire le décor comme chaque personne, mais le désœuvrement du dimanche, ça c'est intéressant parce que c'est un raccourci. Le désœuvrement, c'est celui des gens le dimanche, qui ne travaillent pas. Désœuvrement parce que ce n'est pas un jour ouvert. Et en même temps, celui-ci devient celui du jour lui-même. Et ça va donner, c'est ça qui va donner cette impression de fatalité. Et c'est long comme un jour sans pain, vous voyez. Parce que c'est directement le désœuvrement du dimanche. Il n'y a même plus d'agent. Il n'y a même plus d'humain qui peut être engourdi, désœuvré par le dimanche ou triste par l'été. C'est déjà le décor. Et évidemment, l'été, normalement, c'est plutôt joyeux. Hein. Mais pas dans ce contexte des gens qui restent à Paris l'été. Et là, on a déjà, en fait, non pas des caractérisations sociales précises, mais en tout cas, on sait qu'on va pas avoir affaire à des bourgeois. Rien que pour ça. Ce sont forcément des gens qui sont désœuvrés le dimanche ou qui travaillent le reste de la semaine, écrasés par la chaleur et qui ne peuvent pas être en vacances et ou quitter Paris pendant l'été. Ça, on pose le décor, c'était 3 paragraphes. Poum! Nouveau paragraphe, une phrase. 2 hommes parurent. Là, on n'a pas de et, etc. Il n'y en a pas besoin. Ils sont là, et là, on avait avant que des imparfaits, me semble-t-il, hein, je ne vérifie pas absolument, oui, que des imparfaits. Et je vous rappelle, l'imparfait, du point de vue de l'aspect, c'est du duratif. Ça ailleurs, c'est plutôt de la valeur. Du point de vue de l'aspect, c'est séquent. Alors que le passé simple va être global. J'explique vite fait. L'aspect, ça va être de savoir, en fait, si l'action qui est racontée est finie ou pas. C'est-à-dire que quand l'aspect il est global, ça veut dire qu'on a les bornes du début et de la fin de l'action que l'on a en tête quand on entend le verbe conjugué. Je vous donne un exemple. L'exemple que j'avais eu en grammaire avec La Fontaine, c'était il s'assit à sa table. Ou il écrivit à sa table. Et bien en fait, quand on entend il écrivit à sa table, on va voir le personnage rapidement, on le sait en fait. On n'a pas besoin de le déplier. Ben, il attrape sa chaise, il s'assoit, il écrit, il se relève, il range la chaise, s'il range bien. Alors qu'il écrivait à table, on n'imagine pas le début et la fin de l'action. Et c'est pour ça que c'est séquent, S-E-C-A-N-T, parce qu'en fait, on va découper un pan de temps. Et les bornes de l'action, elles seront à l'extérieur de cet empan temporel. Et donc sur le procès comme écrire à sa table, eh ben, le début du procès, donc se mettre à table, attraper sa plume, etc., et la fin du procès, eh ben, on ne les imagine même pas, on n'imagine que l'action d'écrire. Et c'est pour ça que l'imparfait peut avoir cette valeur durative. Et ça ne va pas être la même façon de raconter l'action. Donc on avait des imparfaits, et ça allait du côté de l'écrasement. Mais là, on arrive dans ce qu'on appelle l'inamoramento. Et c'est pas l'inamoramento normal. L'inamoramento, c'est le moment où leurs yeux se rencontrèrent. C'est l'amour. Ça, en poésie amoureuse, c'est ultra codifié, notamment au XVIe avec le néoplatonisme. Inamoramento, évidemment, c'est un mot italien. C'est ce qu'on appelle plus prosaïquement le coup de foudre. Dans les codes de l'inamoramento, le jeune homme va dans les bois, il voit la jeune femme, ou une biche, parce que pourquoi pas, ça a l'air d'être pareil. Poum, tchac. Alors en général, hop, dans les romans médiévaux et du XVIe, tchac, il a l'œil errant, il regarde un peu partout, et d'un seul coup, whack, son œil est arrêté, et c'est là qu'elle a les yeux revolver et le regard qui tue, parce que, whatchoum, inamoramento, ça va avec les théories optiques du XVIe siècle. En fait, j'avais appris ça en bossant sur Maurice Ève, pour la grecque aussi. On avait plusieurs théories de l'optique, mais grosso modo,
on pensait que l'œil jetait des rayons sur les objets et ça revenait à l'œil. Et donc à ce moment-là, en fait, quand leurs yeux se rencontrent, les deux êtres qui vont tomber amoureux, enfin, ou en tout cas, l'être dont le jeune homme va tomber amoureux, c'est vraiment ça qui a l'air de compter, tchouk tchouk, quand la femme va le regarder, elle va boum, lancer ses rayons par ses yeux, ça heurte le jeune homme, ça revient à la dame et donc ça, hop, ça lui fait une image, mais surtout ce qui va se passer chez le jeune homme, en voyant la dame et avec comme ça, tchac, la rencontre du ray, donc du rayon du regard, boum, l'image de la dame, elle rentre dans l'œil. Là, c'est déjà un choc. Hein. Pour ça, après, qu'il y a toutes les métaphores, des flèches, etc. pour avoir comme ça le regard optique. Ça se rejoint. Enfin, le rayon optique. L'image, elle rentre dans l'œil. De là, poum, elle part au cerveau et fait tout le tour du système sanguin. Alors, bon, Harvey, ça met du temps, etc. En tout cas, on sait qu'il y a du sang. Ça va au cœur et là, bim, en gravure, l'image de la dame se grave dans le cœur. Et là, le jeune homme, il est foutu. Il est fichu. Parce qu'à partir de là, l'image de la dame, elle se multiplie dans le corps du jeune homme. Quand il ferme les yeux, il la voit, parce qu'après tout, voilà, l'image, elle s'engrave. Hein, donc c'est vraiment une forme d'imprimerie hein, qui est utilisée par les poètes, comme ça. Ça, c'est vraiment très présent dans la Délie de Maurice Ève. Et donc, commence le mal d'amour. C'est la maladie d'amour. Vous les retrouvez là, les chansons, hein, elle a les yeux revolver, etc. On bouffe toujours dans les mêmes vieilles casseroles. Hein. Alors il va avoir des fièvres, un peu des fièvres cartes, des trucs comme ça. Par intermittence, il arrête de manger, il se consume, il va pleurer autour de chez la dame, tout ça c'est très codifié et c'est bien connu. Et quand ça se passe bien, alors ça le chamboule. Hein. Donc il va produire une mélancolie noire. Mais quand il a du bol, ça c'est comme ça que ça se passe chez Maurice Ève, quand on recodifie ça. Bim, la mélancolie noire, ça c'est le problème 31 de Pseudo-Aristote. Elle peut se transformer en mélancolie blanche, et c'est là, de son malheur, que peut survenir la poésie. La mélancolie se convertit, elle se transcende en fait. Vraiment littéralement, aujourd'hui on dirait qu'elle se sublime, parce qu'on voit les choses différemment, peut-être de façon plus triste. Et la mélancolie blanche, elle lui permet, le mal d'amour va aller vers le ressassement poétique. C'est ça que ça raconte, la Délie de Maurice Ève. C'est quand même beau, hein. Voilà, et après, bon, voilà, on peut le raconter comme ça, etc. Alors, c'est pour ça que Cassandre, c'est une dame, donc chez Ronsard, tout armée, etc. Parce que, poum, elle tire le jeune homme, et comme ça, il est lui-même prisonnier, et ça permet de renouveler ses codifications amoureuses. Voilà. Donc, l'innamoramento, c'est le moment où les yeux se rencontrent. Tac. C'est un truc que connaît bien Flaubert. Bon, je ne parle pas de sa vie. Dans l'éducation sentimentale, ce fut comme une apparition. Ça, c'est Madame Arnoux sur le bateau. Et ça, c'est une réécriture de l'innamoramento. Le moment où on voit et où on tombe amoureux. Un jeune homme tombe amoureux. Parce que les innamoramento féminins, c'est plus compliqué en fait. Hein. Il y en a moins. Ou alors on les a pas écoutés. Mais ce fut comme une apparition. Et là, qu'est-ce qui se passe dans Beauvoir et Pécuchet ? Deux hommes parurent. Et là, on comprend qu'il y a quelque chose qui se joue et qui se rapproche de ce qui est un coup de foudre au premier regard. Sauf que ça ne va pas marcher complètement parce qu'évidemment, on n'est pas dans l'éducation sentimentale. Il se passe encore autre chose. Et tout ce qui est si compliqué et si magnifique dans l'éducation sentimentale est encore différent ici. Mais ça reste le même processus chez Flaubert. Apparition, deux hommes parurent, boum. C'est l'entrée en scène, c'est le début du théâtre, et en même temps c'est le début, pas de l'amour entre Beauvoir et Pécuchet, mais d'une amitié et peut-être d'une folie entre les deux. C'est le moment où ça change, et c'est déjà le début. Ça, c'est de l'entrée dans un roman. Deux hommes parurent, ils sont deux. Et on va commencer à nous les décrire et à les faire se rencontrer. Et c'est juste un paragraphe. Deux hommes parurent. Il est fort quand même. Trois mots. Maxi effet.
on sait qu'il va se passer quelque chose. Mais comme normalement, quand on s'attend à voir se passer quelque chose, c'est un couple hétérosexuel, etc., avec un regard de jeune homme, déjà, c'est décalé. Il est fort. Il est super fort. On continue. L'un venait de la Bastille, l'autre du Jardin des Plantes. Pof, tac, tac. Et hop, on va mettre en place des symétries ou parallélismes. Le plus grand, hop, là on n'a pas de nom ni rien. On ne va les découvrir qu'au fur et à mesure qu'eux-mêmes se découvrent. Vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné, sa cravate à la main, le plus petit dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Boum, 2 portraits. La syntaxe n'est pas exactement parallèle parce que Flaubert n'est pas quelqu'un de lourdingue, mais on va bien avoir le plus grand, le plus petit. On voit Laura et Hardy, hein. Bon, et ces couples-là comme ça, ils sont mythiques. Vêtu de toile, donc le chapeau en arrière. En fait, on voit bien tout de suite qu'il y en a un qui va être débonnaire et l'autre qui va être un peu sec, plus mesquin, etc. Et le côté débonnaire, on va le voir sur l'aisance vestimentaire. Vêtu de toile, il est à l'aise, en tenue estivale. Chapeau en arrière, tchac, il est tranquille. Gilet déboutonné et cravate à la main, il est même un peu négligé. En tout cas, il sait se mettre à l'aise. Ça veut pas dire qu'il faut faire du mansplaining dans le métro, hein, c'est chiant ça. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, alors lui, il va être petit mais d'autant plus étouffé, mais en plus il aura une redingote en plein été, baisser la tête sous une casquette à visière pointue, donc l'un a un chapeau en arrière et l'autre une casquette à visière pointue. C'est génial cette casquette, elle nous rappelle Bovary. On continue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, donc ça veut dire, hop, on les voit de très loin. Et on va voir la rencontre. C'est vraiment du théâtre. Ils s'assirent à la même minute sur le même banc. Ça, c'est de l'événement. À la même minute sur le même banc, évidemment, la répétition du même, elle permet l'insistance. Et ça va être au milieu du boulevard, parce que, tant qu'à faire, autant mettre en scène cette rencontre. Et on voit déjà comment ces deux personnages qui arrivent symétriques et qui sont eux-mêmes symétriques ou complémentaires ne peuvent que se rencontrer. Et on n'a pas encore leur nom, mais là on se souvient qu'il y a 2 noms dans le titre. Hop, pour s'essuyer le front, ils retirèrent leur coiffure que chacun posa près de soi. Chacun. Tac. Parfaite symétrie. Et en fait, c'est un faux innamoramento parce qu'ils n'ont pas eu l'échange de regards, ça va se passer autrement. Et c'est là qu'on a tout ce décalage. Et le petit homme, donc le plus petit, ça aperçut écrit dans le chapeau de son voisin, Bouvard, pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du particulier redingote le mot pécuchet. On a leur nom, et leurs noms, en fait, on les a parce qu'ils sont écrits dans leur chapeau. Et on voit comment la phrase elle-même fonctionne symétriquement. Pas exactement comme un chiasme, c'est plus de la symétrie que du chiasme, mais ça va permettre de montrer, en fait, il est où l'innamoramento ? Il n'est pas face à face. Chacun met l'autre et regarde les affaires de l'autre. Comme ça, elle a l'air de rien. Oh, elle est commère. Et on a déjà, hop, quelque chose sur les personnages. Et on va alors, c'est-à-dire qu'on va avoir, hop, ils s'assoient de la même façon, en posant leur chapeau, ce qui est courant quand même. Et ils regardent dans le chapeau du voisin. Et donc chacun apprend le nom de l'autre de cette façon-là. Et c'est là que l'innamoramento se joue, par la lecture du nom de l'autre. Et non pas par l'échange de regards. C'est quand même rigolo. Ouverture d'un dialogue. Bête à manger du foin. Tiens, dit-il, nous avons eu la même idée, celle d'inscrire notre nom dans nos couvre-chefs. Mon Dieu, oui, on pourrait prendre le mien à mon bureau. C'est comme moi, je suis employé. 3 répliques. On note quelques trucs. Tiens, oral, débonnaire. Mais on ne sait pas lequel. Dit-il. Dit-il, c'est pratique, on ne sait jamais si c'est du présent ou du passé simple. Mais là, c'est qui il ? On va le savoir à la réplique suivante. On ne le sait pas. Il n'y a pas d'autre incise. Et donc, en fait, on ne sait même pas lequel adresse la parole à l'autre. Tellement ils sont interchangeables. Et qu'apprend-on ?
évidemment qui sont employés, et qui vont avoir eu la même idée, qu'ils pensent chacun être original, alors qu'elle est expliquée en même temps par eux-mêmes, qu'elle est une caractéristique, un attribut de leur situation professionnelle, à savoir être employé. Donc ils sont déjà caractérisés sociologiquement, et eux-mêmes voient comme des indices d'une individualité et d'originalité, et donc d'une vraie rencontre entre deux individus, ce qui n'est qu'un attribut sociologique. Il est tordu, hein. Alors ils se considérèrent. Donc, on se souvient, 2 hommes parurent. Alors ils se considérèrent, et c'est là le regard. Ils peuvent commencer à se voir. L'aspect aimable de Bouvard charma de suite Pécuchet. Début d'une amoramento. Ses yeux bleuâtres, toujours entreclos, souriaient dans son visage coloré. Un pantalon à crampons, etc. Et donc là, ça c'est le regard. De Pécuchet, pas forcément. En tout cas, ça explique ce qui a charmé Pécuchet. Pantalon à crampons, je crois que ça c'est des pantalons avec des boutons devant, qui godaient par le bas sur des souliers de castor, le castor de la casquette de Bovary. Mouler son ventre, faisait bouffer sa chemise à la ceinture et ses cheveux blonds, frisés de même en boucles légères, lui donnait quelque chose d'enfantin. Donc, bon, c'est à peu près tout. Il est assez imposant, il est débonnaire, il a l'air sympa, et bon vivant. La chemise qui bouffe, le ventre moulé, etc. Il poussait du bout des lèvres une espèce de sifflement continu, sans autre forme d'explication, mais qui va aller du côté du commentaire un peu... je pourrais dire... j'allais dire gaudriard, mais c'est plus rigolard. Bonne humeur. L'air sérieux de Pécuchet frappa Bouvard. Symétrie. Avec évidemment un autre passé simple, et on peut voir comment, à l'aspect aimable de Bouvard, répond l'air sérieux de Pécuchet. Et pour aller encore plus vite, on ne redit pas de suite. On nous a dit qu'il portait une perruque, tant les mèches garnissant son crâne élevé étaient plates et noires. Sa figure semblait tout en profil à cause du nez qui descendait très bas. Ses jambes, prises en des tuyaux donc de la stingue, manquaient de proportion avec la longueur du buste, et il avait une voix forte, caverneuse. Effectivement, il a l'air moins aimable, hein, et carrément chimérique en fait, puisque rien ne va. Il est une composition extraordinaire. Et il semble lui-même et de lui-même empêtré. Et là, pour le coup, Bouvard est à l'inverse. Cette exclamation lui échappa. Comme on serait bien à la campagne. Mais c'est qui, lui? Pas d'importance, ils ne font déjà plus qu'un. Comme on serait bien à la campagne. Évidemment, ça nous annonce la suite. Ils finiront par y aller, mais pas encore. En tout cas, ça va commencer. Ça va leur permettre de discuter. Mais la banlieue, selon Bouvard, était assommante par le tapage des quinguettes. Il n'allait pas à Gennevilliers, chez les impressionnistes. Hein. C'est des trucs de prolo, ça. Pécuchet pensait de même. Il commençait néanmoins à se sentir fatigué de la capitale, Bouvard aussi. Boum, boum, comme ça. Hop. On voit, ça ce sont des discours narrativisés, c'est-à-dire que sans résumer leur conversation, elles ne sont pas intéressantes leurs conversations, mais ce qui compte c'est de montrer comment ils deviennent amis. Et leurs yeux erraient sur des tas de pierres à bâtir, sur l'eau hideuse où une botte de paille flottait, sur la cheminée d'une usine se dressant à l'horizon. Des miasmes d'égout s'exhalaient, ils se tournèrent de l'autre côté. Alors ils eurent devant eux les murs du grenier d'abondance. Je ne sais plus ce que c'est ce truc de grenier d'abondance. S'il n'y a pas de notes. On attend le Pléiade. Donc leurs yeux erraient sur des tas de pierres à bâtir, etc. Donc ça c'est vraiment l'état de la capitale. Non pas au moment de l'écriture, parce que ça se passe bien avant. Mais ça permet de rappeler l'état de Paris en chantier. Paris qui se rebâtit, et donc de cette laideur. Donc l'eau hideuse ou une botte de paille flottée, la cheminée d'une usine, etc. On a quelque chose qui aurait pu être un peu campagne, la botte de paille, l'eau, mais rien ne fonctionne et tout est laid. Miasme d'égout s'exhaler, c'est vraiment le cauchemar parisien résumé en 4 mots. Hein. Ils se tournèrent de l'autre côté, alors ils eurent devant eux, etc. Ce qui va leur permettre d'aller progressivement, par petites touches, vers ce rêve de campagne. Ça, c'est le début de Bouvard et Pécuchet. Ça continue, après ils vont au restaurant. Et après, ils n'arrivent plus à se quitter.
Parce que pourquoi se quitter quand on s'est si bien trouvé? Et moi, Barbie-Cuchet, c'est vraiment un très important roman pour l'épistémocritique et le type de recherche que je peux faire. Mais je suis aussi sidérée de voir à quel point c'est un magnifique roman d'amitié. Et en même temps, un roman particulièrement comique et même, on va dire, sarcastique, sur bien des points. Mais qui ne va pas mettre en défaut cette amitié, parce que quand bien même ils sont l'un et l'autre aussi veulent, ils ont su se trouver. Ou le narrateur a su les faire se rencontrer. Je vous dis à bientôt.